Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Chapitre 1. Quelques mythes et faits sur les créoles, une perspective historique. Il existe de nombreux mythes sur les parlers créoles et pidgin, véhiculés surtout par les définitions qui, reconnaissons-le, ne s'accordent pas facilement avec les faits historiques devenus de plus en plus incontournables, surtout depuis les années 1980. L'une des raisons à cela est que, pour être facile à comprendre, les définitions tendent à trop simplifier leurs objets et à en faire des catégories homogénéisantes. Trop souvent celles-ci ne tiennent pas compte de la variation interne entre les membres d'une communauté, c'est-à-dire entre les locuteurs d'une variété ou d'un parler. Il est difficile de ne pas constater, dans la littérature créolistique, que certaines explications de concepts sous-jacents à la recherche sur les parlers créoles et pidgin mentionnent à peine les problèmes qui leur sont concomitants. On parle par exemple en toute quiétude de décréolisation, de créole moins basilectal, et de créole intermédiaire, comme si un parler qui pour des raisons historiques et non linguistiques a été identifié comme créole, Mufuen 1986, 1997, Chaudenson 1992, 2001-2003, Thomasson 1997, cesserait des apostrophes. Être créole, ou pourrait cesser de l'être, dès qu'il aurait perdu certains des traits dits créoles. Tout se passe comme si l'identification d'un parler comme créole dépendait d'un nombre spécifique de traits structurels particuliers qu'il devrait posséder. Beaucoup de créolistes ne se sont pas rendus compte des difficultés métaconceptuelles que posent ces métatermes. Par exemple, l'identification d'un créole comme moins basilectal, non pas par rapport au continuum du patrimoine sociopolitique dans lequel il se situe par exemple la Jamaïque, mais plutôt par rapport à ceux d'autres territoires par exemple les Antilles anglophones, présuppose sans aucune justification que l'histoire aurait une fois produit un basilecte commun à tous ces parlers. C'est, en d'autres termes, affirmer qu'un tel basilecte, la variété dont la structure diverge le plus de celle de la variété standard correspondante, aurait une fois été en usage dans tous les territoires en question. C'est aussi faire comme s'il était possible de mesurer le degré de divergence structurelle d'un créole par rapport à la langue cible de départ, faussement présumée identique dans tous les territoires, et de déterminer qu'un parler serait moins créole qu'un autre. Dans certains cas, des créolistes autoproclamés rélexificationnistes prétendent même qu'il serait possible pour un locuteur d'acquérir une langue de façon non guidée en apprenant que ses items lexicaux, donc en mémorisant seulement leur prononciation et leur désignation. L'apprenant resterait donc indifférent aux contraintes et aux règles d'usage associées à ces items, ayant l'intention de n'appliquer que les contraintes et les règles grammaticales des langues apprises antérieurement. Ceci est pourtant contraire à ce qui peut s'observer dans n'importe quel contexte multilingue. Les études sur l'apprentissage d'une langue seconde nous montrent plutôt que les apprenants commettent souvent beaucoup de fautes dans des domaines qui présentent le plus de ressemblances structurelles avec des langues qu'ils connaissent déjà. Par exemple, les locuteurs du français confondent souvent les règles d'usage des articles nominaux en anglais et vice-versa. Il n'est pas toujours clair aux uns comme aux autres quand l'article doit être présent ou omis, bien que les deux langues possèdent des articles définis et indéfinis et fassent la distinction entre non comptable et non comptable. Je discute dans ce chapitre des mythes que j'appelle historiques. Ce sont des mythes qui ne sont pas en accord avec l'histoire socio-économique des territoires concernés. En effet, celles-ci suggèrent des évolutions plutôt contraires à celles qui sont supposées par la plupart des créolistes. Cette histoire remet en question par exemple l'hypothèse que les vernaculaires créoles auraient eu pour ancêtres des pidgins, ou que les créoles auraient été créés par les enfants. Je discuterai dans le chapitre suivant des mythes que je qualifie de notionnels, par exemple, l'hypothèse selon laquelle les pidgins n'auraient pas de grammaire ou encore la distinction postulée par certains entre créole et semi-créole. Des raisons pratiques me forcent cependant à commencer par définir ce que sont les créoles et les pidgins, et par clarifier tout de suite la distinction à opérer entre les deux types de parlers. Et comme il est devenu presque conventionnel de caractériser les créoles comme pidgin nativisés, c'est-à-dire parlés comme langue maternelle par ceux qui sont nés dans les communautés de contact où se sont développés les pidgins, nous avons tout intérêt à commencer par clarifier le statut de ce premier point de repère. Il est d'ailleurs, comme nous allons le voir, moins difficile à aborder que la notion de créole. La discussion des deux termes nous aidera aussi à mieux saisir pourquoi,
Contrairement à une tradition bien établie en linguistique, je préfère parler de créole et pidgin, et non de pidgin et créole. 1.1. Les parlers pidgin. Les pidgin sont généralement clairement définis comme des lingua franca aux structures réduites par rapport aux langues dont elles sont issues, 2. Des parlers utilisés dans des interactions limitées, typiquement celles de la traite, et 4. Dans le cas où ils ont comme base des langues européennes, le portugais, l'anglais, le français ou le russe, pour les cas les mieux connus. Ils sont généralement parlés comme langue seconde et secondaire, voire même tertiaire, par les populations indigènes engagées dans la traite avec les Européens. Depuis la seconde moitié du XXe siècle, on notera que les créolistes ont étendu l'usage du terme pidgin. Ne s'appliquant au début qu'aux parlers issus des langues européennes, il va désigner aussi des variétés réduites des langues non européennes, utilisées dans le même genre d'interactions occasionnelles avec les Européens. Ce groupe inclut, parmi d'autres, le mobilien dans le sud-est des États-Unis, basé sur les langues amérindiennes de la famille Muscogee, surtout le Chickasaw et le Choctaw. Le jargon chinook, dans le nord-ouest des États-Unis, basé sur le chinook ethnique. La lingua geral, au Brésil, basée sur le tupi. Le sango, en République centrafricaine, basé sur le sango ethnique et le ngbandi, apparemment aussi sur le yakoma, toutes ces langues étant soudaniques. Le kikongo kituba, en République démocratique du Congo et en République du Congo, basé sur Kikongo Kimananyanga. Le lingala, dans les deux Congos, basé sur le bobangi. Le fanakalo, aussi connu sous le nom de fanagalo en Afrique australe, sur tout le long des mines s'étendant de l'Afrique du Sud à la Zambie, basé sur le zoulou. Et le hirimotu en Papouasie-Nouvelle-Guinée, basé sur le motu, langue austronésienne. Pour une liste plus complète, voir Holm 1989 et Smith 1995. Il n'est pas évident que l'extension du terme à ces autres langues soit vraiment utile, mais nous reviendrons plus tard et de façon plus générale sur ce problème dans le contexte des créoles. Pour le moment, il est suffisant de savoir que selon Baker et Müller 1990, le terme est enregistré pour la première fois par écrit en 1807 sous le nom de Pigeon English, nous y reviendrons ci-dessous, dans la province de Canton, en Chine, très loin des Antilles et de l'océan Indien, où les créolistes ont identifié nos prototypes heuristiques des créoles. Ce premier usage du mot pidgin, ou plus précisément pigeon, apparaît d'ailleurs plus d'un siècle après que le mot créole serve à désigner des variétés langagières. Selon Bolton 2000, l'usage du terme serait antérieur à 1807, remontant à la fin du XVIIIe siècle, toujours dans la province de Canton. Le problème commence avec la question du développement des pidgins. Se sont-ils développés soudainement, à partir des membres de populations indigènes qui, en groupes organisés, auraient commencé à parler la langue européenne de traite ou leur propre langue de façon minimale afin de communiquer avec les marchands européens? Ce genre d'évolution linguistique est-il possible? Cette supposition est-elle en accord avec ce que nous savons des comportements naturels des populations? C'est-à-dire ici comme ensemble d'individus habitant un même territoire mais n'agissant pas nécessairement de la même façon ni au même rythme, donc ne s'engageant pas dans les mêmes activités en même temps et de la même manière? On se serait en effet plutôt attendu à ce que le développement des pidgins ait été graduel, bien que pas nécessairement lent, si l'on projette le temps de la progression des contacts entre Européens et non-Européens en termes de décennies. Le développement graduel est précisément ce que suggère la recherche de Bolton, 2000-2002. Selon lui, les Anglais et les missionnaires américains ont d'abord formé des interprètes qui doivent avoir parlé une variété non pidgin. Ceci n'empêche pas que l'on doit s'attendre à ce que leur compétence ait différé de celle des locuteurs natifs et ait été marquée par des caractéristiques normales de langue seconde, surtout quand l'apprentissage a été accéléré. C'est à partir du moment où le commerce et les contacts entre Européens et Chinois se sont intensifiés, que le nombre d'interprètes est devenu trop limité pour les transactions et autres interactions plus spécifiques. C'est alors que d'autres locuteurs avec moins d'expérience et de compétences dans la langue européenne l'ont utilisé. Cet anglais des affaires, voir ci-dessous, a commencé à diverger davantage de celui parlé par les experts interprètes. Étant donné la fréquence et la durée limitée des contacts avec les Européens, de même que la nature des interactions limitées à la traite, la prostitution, et d'autres activités de passage,
le vocabulaire ainsi que la grammaire se sont réduits au strict minimum. Selon Baker et Müller-Häusler, 1990, cet anglais aurait été identifié comme Business English, écrit parfois Pigeon English, comme je l'ai observé ci-dessus. Le terme Pidgin English aurait été une déformation locale du terme anglais business, prononcé bizni, apparemment aussi confondu avec le terme pigeon PDZN. Mais Smith et Matthews, 1996/146, arguent que l'expression cantonaise Beichin payer, l'argent, serait l'étymologie la plus probable de pidgin, qui deviendra par la suite pisin dans le nom Tok Pisin, du pidgin de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, surtout si l'on tient compte de l'alternance des occlusives sonores et non sonores en position initiale du mot. On peut tout au plus admettre, dans le contexte ethnographique de la traite, qu'il y a eu convergence évolutive des mots anglais et cantonais dans l'émergence du mot pidgin. Les autres étymologies proposées dans la littérature créolistique paraissent fausses. Voir par exemple, Müller-Häusler 1986-1997 et Chaudenson 1992-2001 pour une vue d'ensemble. Le développement graduel des pidgins suggéré par les travaux de Bolton est confirmé par l'histoire d'Hawaï, contrairement à ce que prétend Bickerton, 1981-1984. Selon Reinecke, 1969 et Beecher, 1985, les langues utilisées dans les contacts entre Européens et Hawaïens à la fin du XVIIIe siècle et au début du XIXe étaient un pidgin hawaïen, un parler à base de langue hawaïenne d'origine polynésienne et différente du pidgin anglais qui se développera plus tard, et l'anglais enseigné comme langue seconde à l'élite de indigènes, particulièrement les membres de la monarchie. Les transactions commerciales entre Européens et Hawaïens s'opéraient généralement à l'aide d'interprètes, ce qui empêcha pendant quelques décennies le développement d'un pidgin à base d'anglais. Quand commence la culture industrielle de la canne à sucre vers les années 1830, ce sont les Hawaïens qui y travaillent et qui n'ont pas besoin d'une langue autre que la leur pour communiquer entre eux. Ils communiquent avec les Européens soit par l'intermédiaire d'interprètes, qui étaient aussi employés comme contremaîtres, soit en usant du pidgin hawaïen. Certains Hawaïens font aussi l'effort d'apprendre l'anglais, ou tout au moins suffisamment pour leurs besoins pratiques, afin d'accéder aux fonctions de commandement, avant qu'une aversion générale se développe pour le travail dans les plantations. Le premier contingent important d'engagés venus de l'extérieur vient de la Chine, autour des années 1850. Ils vivent dans leurs camps, séparés des Hawaïens. Ils communiquent surtout entre eux, reçoivent leurs instructions de travail des interprètes et apprennent le pidgin hawaïen pour communiquer avec la population locale. Le deuxième contingent important vient quant à lui du Japon, autour des années 1880. Celui-ci réside aussi dans des camps ou des maisons à l'écart des populations étrangères déjà installées, et toujours séparées des Hawaïens. Là encore, les instructions de travail sont données surtout par l'intermédiaire des interprètes. Le pidgin hawaïen leur est utile, mais l'anglais devient de plus en plus important. C'est alors qu'un pidgin anglais, servant de lingua franca dans les contacts interethniques encore minimaux, se développe pour prendre peu à peu la place de son prédécesseur hawaïen. Selon Ziegel 2000 et Drexel 1999, on ne peut exclure l'hypothèse d'une origine du pidgin anglais d'Hawaï à partir du Pacifique, ou du moins de variétés qui s'y étaient développées plus tôt. Cartin, contact de langue et de population à Hawaï. En effet, certains Hawaïens ont été employés sur les navires de traite et ou de pêche à la baleine durant le XIXe siècle. Quelle que soit l'origine du pidgin anglais d'Hawaï, l'expérience des contacts interethniques se répète plus ou moins de la même façon avec l'arrivée des engagés portugais pendant les années 1870 et celle des engagés coréens et philippins pendant les années 1910. Comme je le souligne ci-dessous, les descendants des engagés des plantations d'Hawaï maintiennent jusqu'à ce jour leurs diverses identités ethnolinguistiques, contrairement aux descendants des esclaves du Nouveau Monde et de l'océan Indien. La raison en est que leurs ancêtres ont vécu dans une écologie socio-économique qui a favorisé le maintien des distinctions ethniques dans les plantations, a limité au minimum les contacts interethniques et encouragé le développement du pidgin anglais et son usage comme parler secondaire. Comme le montre Roberts, 1998-1999, le créole anglais d'Hawaï, lui, se développe dans les villes où il y a davantage de contacts interethniques et où il fonctionne comme un vernaculaire,
en accord avec la conception conventionnelle de créole comme vernaculaire. Nous y reviendrons ci-dessous. On ne peut pas manquer de noter que le pidgin anglais d'Hawaï doit s'être développé graduellement, depuis des variétés d'anglais langue seconde jusqu'au parler pidgin, un autre point sur lequel il nous sera utile de revenir. L'histoire de la colonisation de l'Afrique nous rappelle aussi le rôle que doivent avoir joué les interprètes dans les contacts initiaux entre Européens et Africains. Par exemple, Fort Bass 1977, Reader 1997. Samarin, 1982, le souligne bien dans le cas de l'Afrique centrale. En créolistique, Naro, 1978, avait déjà attiré indirectement notre attention sur ce sujet dans son article sur le reconnaissance language. Il démontre que l'hypothèse du baby talk, selon laquelle, au début des contacts euro-africains, les Africains auraient parlé les langues européennes comme des bébés, voir à ce sujet par exemple Bessac 1880, Adam 1882, 1883, Vincent 1882, 1888, devait être une fabrication satirique des Européens à partir des représentations théâtrales. Il attire surtout l'attention sur la présence de nombreux Noirs africains à Lisbonne et dans d'autres villes portugaises, où bon nombre d'entre eux travaillaient comme domestiques et parlaient assez bien le portugais. Certains de ces immigrés africains auraient été engagés comme interprètes à bord des navires destinés à explorer la côte africaine, ou à faire du commerce. Nous devons aussi ne pas oublier que les dates de la découverte, par les explorateurs européens, des territoires africains, américains, et asiatiques ne coïncident pas avec le début des échanges commerciaux avec les populations indigènes. Les échanges ont lieu des années plus tard. Les problèmes de communication devaient se résoudre au préalable par le canal des interprètes, même si ceux-ci ne développaient qu'une compétence approximative dans la langue européenne par rapport à celle des locuteurs natifs. Nous apprenons par exemple qu'après avoir découvert l'embouchure du Congo et visité la cour du roi Congo, les Portugais ont emmené avec eux le prince et probablement aussi une petite partie de son entourage au Portugal. Ceux-ci en sont revenus quelque temps plus tard, parlant le portugais et convertis au catholicisme. Des histoires semblables existent sur la colonisation des Amériques. Elles suggèrent toutes que les parlers pidgin dérivés des langues européennes doivent s'être développés graduellement, au moins sur plusieurs années, partant des variétés plus proches des parlers européens jusqu'aux variétés de plus en plus divergentes. La divergence serait la conséquence de plusieurs facteurs, comme par exemple, l'accroissement du commerce, le nombre des trafiquants et la fréquence des visites, la diminution du nombre d'interprètes qualifiés, l'augmentation des échanges directs entre Européens ou leurs représentants, les grumettes et les indigènes, les tentatives de plus en plus nombreuses de la part des indigènes de communiquer directement avec les marchands et en cas d'absence d'une langue commune, de recourir à la langue de traite pour communiquer entre eux. Moins il y avait de modèles fidèles à suivre, plus la structure de la nouvelle lingua franca divergeait du parler européen. Ne disposons-nous pas aujourd'hui d'une preuve indirecte de cette évolution linguistique, dans les français africains et autres variétés indigénisées des langues européennes ? Pour ne citer que quelques livres pertinents, Casadi 1991, Manessi 1994, Manessi et Wald 1994, Calvet et Moreau 1998, Lafage 2002 et Plog 2002, par exemple, nous donnent conjointement un bon aperçu des Français africains bien qu'U'. On doit se demander pourquoi Manessi et Wald 1994 sur 109 trouvent nécessaire de devoir qualifier certains d'entre eux de Français créoles. Le récent ouvrage de Cacheroux 2005 résume le savoir scientifique sur ce qu'il nomme Indigenized Englishes. Sur ce dernier sujet, les lecteurs plus intéressés pourraient aussi consulter les revues World Englishes, English Worldwide et English Today. Nous sommes moins informés sur l'émergence des pidgins dérivés des langues africaines, amérindiennes et asiatiques dans le contexte de la colonisation européenne. Les études telles que Thomason, 1983, par exemple, nous apprennent que le jargon chinook se serait développé avant le commerce avec les Européens, le chinook ethnique servant déjà comme langue de traite dans la région. Carte 2, Migration de main-d'œuvre en Afrique noire. C'est ce que nous dit aussi Ulstart, 1974, sur le développement du lingala, bien que nous ne puissions pas oublier le rôle des auxiliaires coloniaux importés de l'Afrique de l'Ouest, dont nous parle Samarin,
1982, 1985, 1989. Dans tout ceci, il nous faut bien faire une distinction entre, d'une part, ce qui se passe dans les Amériques, où la langue indigène qui sera modifiée en un pidgin est utilisée seulement pour le commerce, et d'autre part en Afrique centrale, où la langue indigène, le Kimanyanga dans le cas du Kituba, est utilisée aussi dans les camps de travail, chantiers de construction, où ont été importés des ouvriers de plusieurs parties de l'Afrique. Les interactions avec des locuteurs natifs ou avec d'autres parlant plus couramment la langue dans les camps de travail ne doivent pas avoir été de la même nature que celles se déroulant dans les relations de commerce. 1.2. Les vernaculaires CREOLES. La différence entre l'usage des mots parlés et vernaculaires dans les titres des parties 1.1.1 et 1.1.2 est une conséquence de la distinction ethnographique suivante entre les pidgins et les créoles. Les pidgins sont parlés comme langue seconde et lingua franca chez des populations qui ont maintenu leur vernaculaire, variétés utilisées pour la communication à la maison, avec des personnes familières, en dehors des contextes professionnels et ou publics, pour les besoins de la communication ordinaire. Les créoles, quant à eux, ont remplacé les vernaculaires autrefois parlés par ceux qui les ont développés. Bien que Chaudenson, 1979, 1989, 1992, 2001 et Waldman, 1983, ait invoqué pour les populations serviles des plantations, la vernacularisation et l'autonomisation de la langue coloniale comme processus ethnographique complémentaire qui ont produit les créoles, voir aussi Mufwen 1990, 1997, 2001. Nombreux sont encore les linguistes qui caractérisent les vernaculaires créoles comme pidgin nativisés. Le scénario de l'évolution des créoles à partir des pidgins date de longtemps. On le retrouve dans les travaux de Schuchart, 1914, qui dès cette époque fait une première esquisse de la théorie du cycle de vie des parlers issus de contact. La Life Cycle Theory associée à Hall 1962-1966 et avance pour la première fois l'hypothèse, à mon avis incorrecte, que l'anglais noir américain aurait commencé comme un pidgin en Afrique, se serait par la suite créolisé dans les plantations aux États-Unis, et enfin décréolisé, un terme plus récent en créolistique, en raison des contacts croissants des Noirs avec les Blancs. Jespersen, 1922-1956 sur 235, reprend cette thèse quand il prétend qu'au lieu de continuer à diverger par rapport à l'anglais, comme ce fut le cas des langues romanes par rapport au latin, la structure du bislama, autrefois dénommé bichlamar en anglais, se rapprocherait de plus en plus de l'anglais à mesure que ses locuteurs auraient eu davantage accès à la langue de base. L'hypothèse est reprise plus tard, de manière plus générale, par Bloomfield, 1933. On la retrouve ensuite chez Hall, 1962-1966, sous la forme de Life Cycle Theory, avant que Decamp, 1971, essaie d'en démontrer la pertinence à partir d'exemples synchroniques, et non pas diachroniques, de la variation structurelle présente dans le créole jamaïcain du milieu du XXe siècle. Il affirme alors que la variation reflète l'influence de l'anglais standard jamaïcain, l'acrolecte, sur le basilecte du créole, qui perdrait ainsi ses traits basilectaux. Cette hypothèse, reconnue désormais comme celle de la décréolisation, influencera de nombreux travaux ayant trait à la vie des créoles. Je reviendrai sur ce sujet au chapitre 4 traitant de la vie et de la vitalité des langues. Bickerton, 1981-1984, quant à lui donne plus de force à l'hypothèse du développement des créoles à partir des pidgins en l'associant au bioprogramme, prétendant que les pidgins, au moins avant que ceux qui survivent deviennent des expanded pidgins, n'ont pas de grammaire. Les enfants nés dans les colonies de plantation auraient alors développé une grammaire dictée par la grammaire universelle chomskyienne, élaboré son vocabulaire et ses structures, et l'auraient enfin stabilisé. 3 raisons principales semblent avoir encouragé l'hypothèse selon laquelle les créoles se seraient développés à partir des pidgins. La première est que les expanded pidgins tels que le Tok Pisin, de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, et le pidgin anglais du Cameroun, tous deux élaborés à partir de pidgins autrefois utilisés pour le commerce, ont des structures aussi complexes que celles des créoles et fonctionnent comme des vernaculaires. On a aussi souvent suggéré que ces expanded pidgins auraient été développés par les enfants nés dans ces communautés pidginophones. Il est loin d'être évident qu'on doive identifier ceux-ci comme des créoles,
bien que l'on voit parfois de vagues références à la créolisation de ces pidgins. La deuxième raison est la coexistence du pidgin et du créole à Hawaï, au XXe siècle. Cette coexistence semble attester que les créoles doivent s'être développés en des lieux où furent jadis parlés des pidgins. Pourtant, l'histoire de cette colonie américaine suggère que les deux variétés se sont développées plus ou moins au même moment, le créole en milieu urbain et le pidgin dans les plantations. La troisième raison, moins évidente mais pourtant fort vraisemblable, tient à l'idée communément partagée que les systèmes se développent en général à partir de structures simples pour progresser vers des structures plus complexes. Cependant, la réalité historique de la morphosyntaxe des langues européennes concernées nous dit tout à fait le contraire. Il convient alors de se demander pourquoi une telle idée a la vie aussi dure. Force est de constater qu'il est difficile de tenir compte de ces faits historiques attestés quand on postule a priori que les créoles et les pidgins se sont développés dans des contextes de contact où il y aurait eu rupture dans la transmission de la langue européenne, par exemple, Polomé 1983, et où certains comme Bickerton 1990, croient utile de comparer le développement des créoles au développement du langage enfantin et à l'évolution du langage dans l'espèce humaine. Ainsi, il serait tout à fait évident que les créoles se sont développés à partir de pidgins, mais l'histoire de la colonisation européenne, qui est la cause indirecte de ces parlers, suggère une évolution différente, ressemblant davantage à l'évolution de la morphosyntaxe de plusieurs langues indo-européennes au cours des 2 derniers millénaires. Les langues romanes ont une morphosyntaxe simplifiée par rapport au latin, bien que bon nombre de leurs caractéristiques modernes se soient développées à partir de variantes déjà présentes dans le latin vulgaire. De même, l'anglais atteste de structures simplifiées par rapport au vieil anglais, qui opérait par exemple des distinctions de genre et de cas pour les noms et davantage de distinctions morphologiques dans la conjugaison de ces verbes. Il n'y a donc a priori aucune raison théorique qui favorise l'hypothèse selon laquelle les créoles se seraient développés à partir de pidgins. Une évolution qui partirait de structures simples pour aller vers des structures plus complexes est tout aussi possible que l'inverse. Ce sont les données historiques et elles seules qui comptent ici. Comme le montre Chaudenson, 1979, 1992, 2001 et Mufwen, 1996, 2001, les colonies de plantation se sont développées d'une façon qui a favorisé non pas évolution de la langue coloniale par complexification, mais plutôt par simplification graduelle, partant des approximations plus proches des idiolectes des locuteurs natifs pour aller vers des parlers de plus en plus divergents. Ce processus est appelé basilectalisation par Chaudenson. L'une des raisons à cette évolution est que les colonies de peuplement, y compris celles qui se sont spécialisées dans l'industrie agricole, se sont développées graduellement, pendant une période de 25 ans en moyenne et cela à partir des sociétés d'habitation, dans lesquelles les non-européens étaient minoritaires et bien intégrés parmi les Européens d'origine modeste. Comme l'atteste par exemple l'histoire de la Jamaïque, Warden 1972-2000, c'est petit à petit, parfois sur plus d'un siècle, que se sont développées les sociétés de plantation, selon les moyens financiers des familles propriétaires. Dans les colonies de peuplement où les plantations deviennent la principale industrie, les non-européens commencent à être majoritaires, entraînant du même coup la mise en place d'une ségrégation raciale qui durera jusqu'au XIXe siècle, bien après l'abolition de l'esclavage. Ceux qui soutiennent la thèse de l'évolution des créoles à partir des pidgins s'emparent de la mise en œuvre de la ségrégation raciale en affirmant qu'elle aurait provoqué une interruption dans la transmission de la langue cible européenne, en raison de la réduction, si ce n'est l'absence totale, des contacts entre Européens et non-Européens. Les faits historiques nous suggèrent cependant une évolution toute différente. En raison du manque général de capital pour développer les colonies, les populations des sociétés d'habitation croissent lentement, davantage grâce à la naissance des enfants que par l'importation des engagés ou des esclaves. Étant donné que les sociétés sont encore suffisamment intégrées et que, comme le souligne Chaudenson, les enfants restent et jouent ensemble durant la journée, pendant que les parents s'attellent au développement de l'infrastructure physique requise pour l'industrie des plantations à venir, tous les enfants parlent la même langue coloniale. Les conditions de contact, surtout entre les dialectes métropolitains européens de la langue,
favorise cependant la formation d'une koiné et ainsi sa divergence des variétés parlées en Europe. La langue de l'enfant n'étant pas déterminée par sa race, sauf quand celle-ci l'empêche d'interagir avec des personnes de race autre que la sienne, tous les enfants créoles, ceux qui sont nés dans ces colonies de peuplement, parlent le même vernaculaire colonial quelle que soit leur race. Ce point est particulièrement important parce que ce sont ces enfants qui, une fois adultes, serviront de modèle pour les nouveaux venus dans la société de plantation, surtout au début de celle-ci, quand, selon Baker, 1993 par exemple, ils constituent encore une proportion importante de la population coloniale. Les parents seront quant à eux identifiés plutôt comme locuteurs non natifs dont les traits linguistiques seront, comme dans n'importe quelle communauté linguistique ayant une forte proportion de locuteurs natifs, défavorisés durant les phases initiales des colonies. Pour être plus concret, on peut comparer cette situation à celle des familles immigrées dont les enfants parlent comme les locuteurs de la population locale avec lesquels ils interagissent alors que leurs parents restent des locuteurs de langue seconde. Notons que leurs traits xénolectaux sont rarement copiés par les jeunes apprenants. Une autre partie importante de cette histoire est que, contrairement à la thèse de Polomé, 1983, et de Thomasson et Kaufmann, 1988, par exemple, il ne peut y avoir eu d'interruption dans la transmission de la langue coloniale européenne, Mufwen 2001. En effet, même après qu'une forme de ségrégation raciale ait été instituée dans les sociétés de plantation, la transmission de la langue coloniale ne dépendait nullement des contacts avec les locuteurs européens, mais plutôt de ceux avec des locuteurs natifs, même d'origine non européenne, et ou d'autres résidents parlant couramment la langue coloniale. Même aujourd'hui, les langues internationales d'origine européenne se répandent à travers le monde, davantage par le fait des locuteurs non européens que par celui des locuteurs natifs européens. Par exemple, les îles britanniques et les territoires francophones européens, la France, la Wallonie et une partie de la Suisse, sont démographiquement trop petits pour avoir fourni à eux seuls, pendant et après la période coloniale, des instituteurs et des modèles linguistiques européens à chaque génération d'apprenants dans les territoires non européens aujourd'hui anglophones et francophones. Même dans les territoires tels que les États-Unis et le Québec où ces langues sont parlées par une majorité écrasante de locuteurs natifs, les locuteurs non natifs adultes servent souvent comme modèle linguistique aux nouveaux immigrés de la même strate socio-économique, forcés par les circonstances à se socialiser le plus souvent entre immigrés. Les créolistes et autres lecteurs bien informés sur les créoles doivent, à ce stade, certainement penser que je dois avoir oublié le cas du Suriname. Ce territoire fut brièvement colonisé par les Anglais, de 1651 à 1667, puis remis aux Hollandais en échange de leur colonie de la Nouvelle-Hollande, New Netherland en anglais, aujourd'hui l'État de New York et une partie du New Jersey, États-Unis. Selon la doctrine couramment répandue en créolistique, les Anglais seraient tous partis et auraient emmené avec eux tous leurs esclaves, à l'exception des Marrons, qui eux s'étaient réfugiés dans la forêt pour échapper à l'esclavage. Si tel avait été le cas, et à supposer que les Marrons n'aient pas interagi avec les nouveaux venus, quelle population aurait alors transmis l'anglais à ceux-ci, quelle que soit sa forme ? Comment l'anglais serait-il resté la langue principale à partir de laquelle se sont développés les créoles du Suriname, même si on reconnaît une contribution importante du portugais au vocabulaire de base et à la structure du saramakan, et celle du néerlandais à ceux du sranan ? Il est vraisemblable que la décision politique n'a pas été suivie par tous les colons anglais qui s'étaient investis dans le Suriname, et que certains y sont restés avec leurs esclaves. Nous avons ici une bonne illustration du principe fondateur en génétique des populations, selon lequel il est possible à la population installée la première dans un territoire d'exercer une influence disproportionnée sur la culture locale, y compris la langue, par rapport à sa faible importance démographique dans la population totale, Mufwen 1996-2001. Il n'existe aucune preuve dans l'histoire socio-économique du Suriname qui soutienne l'hypothèse d'une interruption dans la transmission de l'anglais. Les Hollandais ont seulement adopté pour la communication avec leurs esclaves une langue qui servait déjà comme lingua franca, l'anglais. Ils ont aussi introduit un régime de colonisation qui a influencé l'évolution de cette langue en des créoles différents. D'un côté, en raison de l'influence du néerlandais le long de la côte, où la présence démographique hollandaise est restée la plus importante parmi les Européens,
s'est développé le sranan. De l'autre, l'influence du portugais le long de la rivière Saramacca, où la présence de juifs lusophones venus avec leurs esclaves du Brésil était démographiquement importante, s'est développé le saramacan. Nous devons aussi noter que les Hollandais ont pris le contrôle politique du Suriname au moment où les Anglais n'avaient pas encore dépassé la phase des sociétés d'habitation. Ni un créole ni un pidgin ne pouvaient s'être développés à cette période. Les premiers marrons auraient parlé ce que Chaudenson appelle des variétés approximatives de l'anglais, marquées par des caractéristiques de langue seconde. S'ils avaient joué un rôle particulier dans le développement des créoles du Suriname, ils auraient transmis une variété non pidgin. Les autres esclaves restaient avec leurs maîtres anglais ou achetés par les colons hollandais, ce qui est très probable, étant donné le coût exorbitant du déménagement de toute une habitation, doivent avoir joué exactement le même rôle que celui qu'on attribue aux marrons. Il pourrait donc n'y avoir eu aucune interruption dans la transmission de l'anglais au Suriname. La raison pour laquelle ces créoles sont si divergents de l'anglais tient à l'écologie socio-historique particulière de leur évolution. Cette dernière a démarré très tôt avec une proportion réduite de locuteurs natifs, même parmi les esclaves, et avec des influences linguistiques plus mélangées, même par rapport aux langues européennes. Le néerlandais et le portugais ayant évidemment contribué à la confusion des structures de la langue cible. Il est important de souligner ici que même le contexte du Suriname ne peut prouver que les créoles se seraient développés à partir des pidgins, à moins qu'on attribue au mot pidgin une définition autre que la description classique donnée dans la section 1.1.1. La situation du Suriname n'est pas comparable à celle d'Hawaï. Au Suriname, les Africains étaient, dès les sociétés d'habitation, mélangés en groupes, ce qui n'a permis ni le maintien de leur langue ni celui de leurs identités ethniques. Ils ne se sont pas trouvés dans une situation où ils auraient eu le loisir de parler leurs langues africaines, du moins pas de façon régulière, surtout pas au début des sociétés de plantation, quand la probabilité de se retrouver avec quelqu'un qui parlait la même langue était encore faible. Comme je l'expliquerai au chapitre 4, les langues africaines ont vite disparu dans le Nouveau Monde et dans l'océan Indien, davantage en raison de la façon dont les communautés créoles se sont développées qu'en raison de l'interdiction par les Européens de l'usage de ces langues. Il paraît en effet inconcevable d'imaginer un système de contrôle assez efficace et infaillible. Les Européens n'auraient pas pu contrôler l'usage des langues avec la même efficacité que l'usage des tambours, pour la simple raison que, contrairement à ces derniers, les premières peuvent être chuchotées. Un dernier argument contre l'hypothèse que les créoles se seraient développés à partir d'ancêtres pidgin provient peut-être indirectement de la distribution géographique des parlers créoles et pidgin dans le monde. Comme le montre la carte 3, qui ne tient compte que des créoles et des pidgin basés sur les langues européennes, il semble y avoir une distribution complémentaire entre les lieux où les deux types de parlers se sont développés et sont en usage. Les groupes de créoles, représentés par des cercles, se sont développés surtout dans les Antilles et l'océan Indien, de même que dans certaines îles le long de la côte orientale de l'Atlantique, le long de l'Afrique. C'est là que l'on trouve les créoles qui constituent nos prototypes heuristiques, Mufwend 2000A. En revanche, les pidgins, représentés par des carrés, se sont développés surtout dans le Pacifique, sur le continent africain, avec la présence de 2 expanded pidgins au Cameroun et au Nigeria. Je reviendrai au pidgin anglais de Canton un peu plus tard. Nous n'allons pas ignorer l'existence d'autres créoles ailleurs, par exemple à Macao et dans le sud asiatique. Ce qui importe le plus dans ce cas est que les parlers identifiés comme créoles se sont développés particulièrement dans les colonies de peuplement, soit dans des lieux ayant pour industrie principale l'industrie agricole, soit là où la population européenne est restée minoritaire, comme pour Macao et Gao. Les créoles de Sierra Leone et de Guinée-Bissau sont plutôt de seconde génération, étant développés à partir de créoles qui sont nés ailleurs, principalement en Jamaïque dans le cas du criollo de la Sierra Leone, et au Cap-Vert dans le cas de crioulo de Guinée-Bissau. Il est aussi remarquable qu'à Hawaï, comme je l'ai observé ci-dessus, le créole et le pidgin anglais se sont développés pour le premier en ville et pour le second dans les plantations. Ils illustrent, dans un cadre géographique plus limité, la distribution complémentaire dont il est question.
Il confirme d'ailleurs qu'à Hawaï, l'anglais n'a pas évolué sur le même modèle ethnographique qu'aux Antilles. Ici, les créoles se sont développés dans les grandes plantations et ont été importés dans les villes, où sont parlées des approximations de langues européennes. Les créoles y sont importés surtout après l'abolition de l'esclavage. En effet, c'est parce que les anciens esclaves refusent de continuer à travailler dans les plantations que sont importés des engagés de l'Inde et de certaines régions de l'Afrique, particulièrement la région Yoruba du Nigeria et Congo de l'Afrique centrale, pour continuer l'exploitation des plantations. Carte 3. La distribution des créoles et des pidgins dans le monde. Plus intéressant encore est le fait que les termes créole et pidgin émergent à des milliers de kilomètres l'un de l'autre, le premier dans le Nouveau Monde au XVIe siècle, et le second à Canton à la fin du XVIIIe siècle, dans le contexte que j'ai déjà expliqué. Comme je le montre dans Mufwen, 1997, les faits historiques remettent clairement en question la connexion évolutive que les linguistes ont faussement postulée entre les deux genres de parlers coloniaux. Il existe certes des connexions entre créole et pidgin, mais elles sont à chercher dans les similitudes qu'on peut observer dans la façon dont ils se sont formés. 1. Par la transmission orale des parlers populaires européens. 2. Commençant dans les deux cas à partir d'approximations plus fidèles ou moins infidèles, des parlers européens réalisés par les interprètes dans les colonies de traite et par les populations créoles dans les colonies de peuplement. 3. Et devenant de plus en plus divergents à mesure que croissent les populations engagées dans les contacts et que l'apprentissage se fonde davantage sur des modèles de moins en moins fidèles. La connexion évolutive n'est qu'une invention des linguistes, qui n'est pas en accord avec l'histoire socio-économique de la colonisation des territoires concernés. 1.3. L'INADEQUATION de l'expression langue LEXIFICATRICE. Jusqu'à la fin des années 1980, les créolistes francophones ont identifié la langue à partir de laquelle a évolué un créole ou un pidgin comme langue de base. Depuis les années 1970, les créolistes anglophones ont développé une préférence particulière pour le terme lexifié, ou parfois lexifying language, mettant ainsi l'accent sur le côté le moins controversé du développement des créoles, le vocabulaire. En général, ils ont hérité la plus grande partie de celui-ci, souvent jusqu'à 90%, des langues européennes à partir desquelles ils ont évolué et dont ils ont souvent maintenu la prononciation du XVIIe et du XVIIIe siècle. Ainsi, les créoles français sont relativement conservateurs dans leur prononciation de mots comme moi et doigt avec la voyelle epsilon plutôt que a, la dernière variante étant une évolution plus récente en français. Les créoles anglais sont tout aussi conservateurs en utilisant par exemple le mot learn dans le sens tant de learn apprendre, que de teach enseigner apprendre en anglais moderne. Ils reproduisent un usage plus ancien, évident aussi en français, surtout dans les parlers populaires. Selon les créolistes anglophones, la grammaire des créoles aurait des sources diverses. Elle serait issue soit des universaux du langage, pour les universalistes, soit des langues substratiques, pour les substratistes, soit d'une combinaison de ces deux hypothèses, pour les partisans de la complémentarité d'influence. Rares sont ceux qui ont affirmé, comme Fenn 1936 et Posner 1985, que les vernaculaires créoles seraient des continuations et des nouveaux dialectes de langues européennes ciblés par les non-européens dans les colonies de plantation. La raison en est simple. Ces parlers étaient présumés, a priori, séparés génétiquement de leur langue de base. Les auteurs tels que Thomasson et Kaufmann, 1988 et Thomasson, 2001, n'évoquent aucune raison autre que celle du rôle important joué par le contact. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.